Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Tokia.cd, l'information en un clic. J'ai le même plaisir de me retrouver avec vous ce week-end pour partager sur l'actualité de notre pays. Je suis très content du fait que vous nous avez suivis parfaitement durant cette semaine et durant toute notre aventure. Je suis également satisfait du fait que vous serez avec nous prochainement. Au menu de notre émission aujourd'hui, le rapport de la CENI à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, hier, 9 avril 2021, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a présenté devant les élus nationaux le rapport de la CENI. Ce rapport couvre les activités de cette institution d'appui à la démocratie depuis 2012 jusqu'à 2019. Vous comprendrez qu'il s'agit de la période pré-post-électorale pour ce qui est de 2012 et post-électorale également pour ce qui est de 2018. Donc ce rapport présenté devant les élus nationaux reprend toutes les activités qui ont été entreprises pendant ce temps-là. Alors aujourd'hui plus particulièrement, vous et moi, nous allons analyser les points forts de cette étape, de ce rapport, mais aussi les points faibles en nous appuyant plus particulièrement sur les dernières élections que nous avons eues en 2018. L'élection organisée par le président actuel de la CENI, Corneille Nangaa. Après seulement, nous allons prendre le point de vue de Martin Fayulu, qui hier aussi en aparté a réfléchi sur les élections. Les émissions passées, je vous ai fait savoir que Martin Fayulu avait déjà présenté ses réformes électorales. Aujourd'hui, nous reviendrons sur les points les plus saillants de ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Un point faible, un point fort plutôt. L'utilisation de la machine à voter. C'est vrai que cette machine a suscité controverse dans les milieux politiques, notamment Martin Fayulu, Félix Tshisekedi aussi, mais aussi les opposants, qui ne s'étaient pas approprié cette machine jusqu'à se rétracter, n'est-ce pas, au soir des élections de 2018. Vous et moi peut-être aussi étions inquiets, mécontents de cette machine à voter. Mais on note que c'est une innovation, un point fort. Pourquoi? Parce qu'elle a permis notamment de voter en moins de 2 minutes. Particulièrement, je vais vous partager mon expérience. J'ai pu voter en moins de 10 secondes. J'ai voté le président de la République, le député national et le député provincial en moins de 10 secondes. Pour moi, c'était une belle innovation qui réduit le temps de vote. Mais aussi, la publication des résultats était beaucoup plus vite que attendu. C'est grâce à la machine que la CENI a pu publier à temps les résultats des élections provinciales, nationales, mais aussi de l'élection présidentielle au sommet de notre pays. Alors, c'est vrai que cette machine a eu des failles, on le sait. Notamment là, je vais évoquer quelques points faibles. Cette machine a eu des failles. Par exemple, le fait que certains agents de la CENI ne savaient pas manipuler les machines à voter. À l'intérieur du pays, certains bureaux de vote, au lieu d'ouvrir naturellement à 6 heures, n'ont pas pu le faire. Et certains bureaux n'ont simplement pas voté parce que là-bas, il y avait des problèmes de technique. Il n'y a pas de techniciens là-bas ou de maintenanciers pour arranger les machines à voter. Il y avait donc un problème sérieux. Et aussi, je vais évoquer le problème d'illettrisme. Il y a des illettrés des machines qui n'ont pas pu voter, qui n'ont pas su voter et se sont fait accompagner. À ce titre-là, le vote a cessé d'être secret pour devenir, je ne sais comment dire, le caractère discrétionnaire du vote qui concerne l'électeur n'était plus visible parce que presque chaque électeur était accompagné d'un surveillant, d'un assistant capable de lui apporter son assistance. Peut-être que vous aussi, vous étiez de ceux qui avaient boycotté cette élection, tout simplement parce que vous ne vous étiez pas approprié cette machine comme étant un bel outil
capable d'améliorer, à performer les élections dans notre pays. Et donc, voilà une des parties qui était faible dans cette machine à voter. Mais aussi, retenez que certains observateurs ont fait savoir que tous les bulletins de vote n'ont pas été compilés et qu'on a envoyé au bureau central de la CENI des résultats pendant que dans d'autres secteurs, dans d'autres territoires, on n'avait pas encore terminé à compiler les résultats des élections. Ce sont des failles nombreuses. Ajoutez à cela la corruption. Lorsqu'on parle de la corruption ici, on parle de ces députés qui toujours ont de l'argent dans les bureaux de vote à travers leurs émissaires pour corrompre les électeurs afin de voter pour eux. La même pratique est allée plus au-delà au niveau du Sénat, où nous avons tous été alertés ici que les sénateurs avaient corrompu sérieusement les députés provinciaux afin que ceux-ci votent pour tel ou tel autre candidat. Et donc le président de la République avait même suspendu ces élections parce que ces élections n'étaient pas crédibles, parce qu'on avait parlé de corruption, des actes probants de corruption. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a été donnée. La même chose s'était encore fait entendre lorsqu'il a fallu élire les gouverneurs de province. On a crié à la corruption. On a crié aussi à la manipulation. On a dit que les députés provinciaux recevaient des miettes qui s'évaluent en termes de beaucoup de milliers de dollars. 15 000 dollars, 30 000 dollars, 50 000 dollars, c'est énorme pour notre pays. Alors, quant à cela, le président de la CENI qui a présenté les rapports devant les élus nationaux a aussi pensé à proposer certaines réformes utiles afin d'améliorer notre cycle électoral. Vous le savez bien, tout le monde, la CENCO, le président de la République, l'Assemblée nationale, les députés, la MOUCA, tout le monde parle des élections et des réformes des élections. Et en technicien, conseiller de l'Assemblée nationale et du gouvernement de la République, le président de la CENI et donc son institution a pu proposer des réformes qu'il estime avec son institution nécessaires pour le bien de notre pays. Il s'agit notamment, 1. d'éviter que des suppléants soient les membres de famille. Donc, je m'appelle Godefroy Binzé, je prends un membre de ma famille qui s'appelle Isaac Binzé, j'en ajoute un autre qui s'appelle Jordi Binzé, tout ceci dans le but de me faire élire. Cela ne peut pas être le cas. L'État ne se dirige pas en parenté, en alliance ou avec les membres de famille. Les partis politiques devraient davantage s'inquiéter de cela. Comment n'est-il pas possible de trouver un candidat avec un suppléant qui ne soit pas sa femme? C'est possible, c'est le parti politique qui aligne les candidats. Et donc, nous avons eu beaucoup de ministres, beaucoup de députés aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, qui sont dans l'Assemblée nationale aussi, qui ont eu des femmes comme suppléantes, qui ont eu leurs enfants comme suppléants. Premier suppléant, sa femme, deuxième suppléant, son enfant. Mais l'État ou le parti ne peut pas être conduit comme ça. Le président de la CENI milite aussi pour la dépolitisation de la CENI. Il faut que la CENI soit réellement indépendante. Indépendante de toute pression. Que ce soit du président de la République, que ce soit de la justice, que ce soit des politiciens, que ce soit même de son propre président. Parce que la CENI doit travailler en parfaite indépendance. La CENI doit travailler en parfaite harmonie seulement avec les lois de la République pour nous amener des élections crédibles, transparentes, démocratiques, mais aussi apaisées. Il faut aussi se refuser de postuler à plusieurs scrutins lors d'un même cycle électoral. Bon, il y a un sénateur qui a commencé par postuler comme étant député provincial, il a gagné. Député national, il a gagné. Et il est allé postuler jusqu'à être sénateur, il a gagné. Mais
Alors, on postule pour le prestige, pour le plaisir, ou on postule pour aider l'État. Vous avez postulé comme président de la République, c'est suffisant. Gardez-vous de postuler à d'autres postes. Donc, parmi les réformes que le président Lasseni propose qu'on encaisse, il s'agit notamment de l'unicité de la candidature. La candidature doit être unique. Unique à un scrutin. Vous postulez à l'élection présidentielle, vous restez là. Vous n'avez plus le droit de postuler comme étant député provincial, député national. Pourquoi? C'est question d'ambition. Si vous avez l'ambition de servir le pays en tant que député national, allez-y calmement, postulez en tant que député national en mettant comme suppléant, selon votre parti, les candidats qu'il faut et non de votre famille. Il faut également aussi revoir la situation des individus frappés d'inéligibilité par un jugement irrévocable. Alors, on a dit ici que les personnes qui ont été jugées, condamnées par un jugement de manière irrévocable ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle ou provinciale ou même nationale. Nous l'avons vu. Certains ont perdu leur droit, n'est-ce pas, de postuler. Alors, le président Lasseni pense qu'on peut émettre, on peut élaborer des articles, des critères objectifs susceptibles de permettre aussi à ces Congolais-là de jouir de leurs droits, selon les cas, selon les critères. Nous allons aussi revoir le problème des Congolais de l'étranger. Ils sont autant Congolais que nous. Nous devons leur permettre de voter. C'est ce que dit le président de la CENI. Bon, en 2018, nous avons scandé enfin, il fallait que les Congolais de la diaspora s'enrôlent et puis votent pour le président de la République parce que celui-ci est le président de tous les Congolais du monde entier. La CENI vient de reconnaître aujourd'hui que c'est vraiment pertinent de donner aux Congolais de l'étranger de pouvoir voter. À savoir, ils représentent aussi une grande partie de notre pays. Il va falloir qu'ils puissent élire le président de la République, élire, voilà, eux, certainement, n'éliront que le président de la République parce que ils ne vont pas s'inscrire dans un territoire bien précis où ils peuvent élire leur député ou leur candidat. Mais il y a aussi des leçons, des sujets qui ont été laissés en suspens, ce qui ne serait pas une très bonne chose. Et je vais revenir avec vous en élaguant d'abord les autres recommandations qu'on a faites ici. Notamment, la CENI compte revenir à l'Assemblée nationale dans 48 heures pour revenir répondre à 81 préoccupations des élus nationaux. 81 plutôt préoccupations des élus nationaux. Ces préoccupations portent notamment sur les fonds alloués à la CENI, mais aussi sur le déroulement des opérations, sur des aérés de salaire des candidats. Vous le savez, partout à l'intérieur du pays, à Bumba, à Bagata, au Kwilu, au Kwango, à Luozi, par-ci, par-là, beaucoup se réclament contre la CENI parce qu'ils n'ont jamais perçu leurs frais, leur salaire depuis qu'ils ont travaillé en 2018. C'est être cynique. Comment l'on peut travailler sans être payé? Tout travail mérite salaire. Et c'est l'État qui paye. Ça ne sort pas de la poche d'un individu. Et si l'État paye, au nom de quoi un individu peut bloquer les fonds dévolus au salaire des agents? C'est pratiquement la même chose qu'on voit dans tous les autres secteurs de l'État, où l'État sort de l'argent pour que les gens ne les perçoivent pas. On sort de l'argent dans la caisse de l'État pour des sensibilisations copieuses. Et après un moment, c'est juste un quartier, une ville qui est sensibilisée et les fonds dévolus aux autres villes sont partis comme ça en fumée pour les intérêts de qui que ce soit
Nous ne savons pas. Alors, ce rapport qui porte sur la cartographie, l'enrôlement des électeurs a été présenté hier. Le président de la CENI compte ainsi permettre qu'on puisse éradiquer les doublons, n'est-ce pas? Nettoyer les fichiers électoraux, avoir un fichier électoral fiable, susceptible de nous permettre d'aller de l'avant. Et alors, il a effleuré aussi la question du recensement ou la question des réformes électorales. Devrons-nous réformer les lois et les dispositions légales chaque fois, à chaque processus électoral, à chaque cycle électoral? On pense qu'on peut aller aux élections comme ça, avec ces réformes. Mais ce qui est notre point de vue, il est nécessaire en ce moment que les réformes électorales soient menées. Parce que les contextes d'organisation des élections de 2011, de 2018 ne seront certainement pas les mêmes que celui de 2021, de 2023. Il va donc s'agir, ici plus particulièrement, de revoir les dispositions légales pertinentes à cette matière pour les rendre conformes au contexte actuel. C'est pourquoi le président de la CENI dit d'ailleurs qu'il faut éviter, trouver des mécanismes pour éviter les dédoublements de partis politiques. Éviter les dédoublements de partis politiques. Nous le savons, le dédoublement de partis politiques a créé beaucoup d'ennuis à notre pays. Il faut donc moraliser la scène politique. Et à ce propos précisément, le professeur Ngomba Binda a écrit un très bel article sur éthique et politique dans la revue Congo-Afrique. Les lettrés peuvent facilement consulter cet article-là, qui est très probant pour la moralisation de la vie politique dans notre pays. Il est indigeste d'accepter que dans notre pays, n'est-ce pas, l'immoralité, la corruption qui gangrène les acteurs politiques dans leur campagne de tous les jours, que ce soit au niveau de la présidentielle, que ce soit au niveau des sénatoriales, que ce soit au niveau des nationales, que ce soit au niveau provincial, la corruption s'est généralisée. Pour un peu de morale et d'éthique, il va falloir moraliser la vie politique. Parce que toute politique est d'abord fondée sur une morale indiscutable. Voilà pourquoi le président de la CENI insiste sur la moralisation de la vie politique en s'appuyant sur le refus de dédoubler les partis. L'UDPS en a subi suffisamment. Nous sommes confiants que l'UDPS ne va pas être l'artisan aujourd'hui de l'échec ou du dédoublement de certains partis. Alors, maintenant, que faut-il noter? Il y a certains points qui sont restés lettres mortes. Nous allons essayer de les évoquer très succinctement. Le problème du seuil. Le problème du seuil. Je vous disais dans une de nos émissions que l'Ensemble pour la République voulait revoir le seuil à 5%, un seuil qui est déjà à 1%, au détriment des plus petits partis du pays. La CENI n'est pas revenue sur cette question. Elle a donc botté en touche la question. Est-ce c'est parce que ça n'intéresse pas la CENI? Est-ce qu'il y a des dessous de cartes à ce propos? Nous ne le savons pas. Mais aussi, le problème d'élection à 1 ou à 2 tours, on ne l'a pas évoqué. Devrons-nous continuer avec les élections à un seul tour? Cela sera bénéfique pour notre pays ou, cette fois-ci, il faut compter avec des élections à 2 tours. Cela n'a pas été évoqué. Mais il faut aussi noter que le Sénat, les gouverneurs des provinces, les gouvernorats de province plutôt, devront désormais voir leur base être élargie, leur base électorale. On s'y interroge sur le fait que, compte tenu des actes de corruption qui ont émaillé ce cycle électoral, le Sénat, les sénateurs doivent être élus d'une autre manière.
Et cette manière-là serait certainement au suffrage universel direct par vous, par nous, par ceux qui n'ont pas perdu la jouissance de leurs droits civils et politiques. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? C'est un avis, totalement, c'est mon avis. Chacun peut se faire son avis. Je pense que les gouverneurs, pour nous représenter, pour nous gérer au niveau de chaque province, je pense que les sénateurs, pour être élus nationaux, évidemment, devraient passer par un vote sanctionné par le peuple, plutôt que par les élus du peuple. Voilà pourquoi une réforme de cette envergure va pouvoir, n'est-ce pas, encourager les gouverneurs, mais aussi les sénateurs, à être proches du peuple. Et donc, ils peuvent penser pouvoir avoir été élus par les députés provinciaux et de ce fait, non de devoir à rendre qu'à ceux-là pour ne pas qu'ils soient éjectés. Nous, peuple, électeurs, souverains, nous pensons que le gouverneur et les sénateurs peuvent être élus par le peuple dans des circonscriptions bien précises sans pouvoir être inquiétés. Ah bon? Les réformes de cette envergure et bien d'autres sur lesquelles je ne suis pas revenu, ces réformes vont-elles pouvoir être matérialisées? Vont-elles pouvoir être matérialisées quand on sait que, avec les réformes de ce genre, le président de la CENI vient d'attaquer, n'est-ce pas, des camps politiques clairs qui tireraient profit de l'existence d'une telle situation? Le président de la CENI va-t-il avoir le soutien possible de la population, des institutions, mais aussi des bons Congolais qui sont dans les institutions de l'État afin de pouvoir trouver des solutions aux réformes que la CENI voudrait bien mener? Ces réformes seront bien sûr couplées aux réformes que d'autres chercheurs en droit parlementaire, que d'autres parlementaires, bien évidemment aussi, notamment le groupe des 13 qui vient de perdre Thomas Lekondo, eux aussi ont pensé aux réformes électorales. Et ces réformes de la CENI vont certainement être couplées à celles-là aussi, qui sont très importantes pour notre pays. Il va donc falloir que les députés et les hautes autorités de notre pays aient en tête l'intérêt supérieur de la nation. Avec un peu de volonté politique, on peut parvenir à des réformes politiques, à des réformes constitutionnelles, à des réformes légales qui privilégient non pas un individu, non pas un groupe d'individus, non pas des députés, mais tous les Congolais, parce que ce pays nous appartient tous. Ce pays n'appartient pas à quelques individus, de quelque rang qu'ils soient, ce pays nous appartient tous. Voilà pourquoi un autre fils du pays a pu penser, et là c'est Martin Fayulu Madidi, qui déjà demain devra passer le flambeau à un autre président de la coalition Lamuka, et il se refuse de passer le flambeau à Moïse Katumbi, parce que Moïse et Bemba ont été déjà radiés de Lamuka. C'est ce qui faisait entendre un de ses communiqués récemment. Et donc, c'est à Adolfo Mozito de prendre le commandement de cette coalition. Alors, le candidat malheureux des élections, de l'élection présidentielle de 2018, Martin Fayulu Madidi, a fait savoir qu'une candidature lors des élections à venir devra être unique. Là, il est mis sur la même longueur d'onde que le président de la CENI. Mais il ajoute ceci, que la machine à voter ne devrait servir que d'imprimante. Que d'imprimante. Pour lui, la machine à voter est une imprimante capable de pouvoir faire quoi? D'imprimer les bulletins de vote. Et donc,
elle ne peut pas donc permettre de transférer les données, les procès-verbaux directement, et les résultats automatiquement du bureau de vote vers la centrale électorale, par exemple, à Kinshasa. Ça, Martin Fayulu s'obstrue contre les observateurs qui embrassent cette perspective. Il estime donc nécessaire que la machine à voter reste. Bien sûr, cette fois-ci, avec ou sans machine à voter, certainement, ça va passer. La machine à voter reste, mais elle reste une imprimante. Alors, une imprimante. Mais aussi, Martin Fayulu pense que les procès-verbaux de chaque bureau de vote devront être numérisés. Numérisés à partir de quoi? À partir de la machine à voter. À partir de la machine à voter, Martin Fayulu estime qu'on peut numériser les procès-verbaux. Ceci permettrait à ceux qui vont recourir auprès des juridictions importantes de disposer, n'est-ce pas, des documents et des preuves palpables, tangibles et irréfutables issus de la CENI elle-même pour faire foi devant les juridictions compétentes. À ce propos plus précisément, il faut la hausse du délai de saisine de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'il y a recours, Martin Fayulu propose que l'on augmente un peu ce délai de dépôt de recours afin de permettre aux candidats, n'est-ce pas, de compiler, de rassembler les preuves possibles pour aller devant les juges, pour espérer obtenir vérité de jurement auprès de la justice de notre pays. Alors, il faudra aussi l'authentification de la carte des électeurs, avec une machine spécifique. Donc, il ne va pas falloir que quelqu'un se présente comme ça dans un bureau de vote, il présente sa carte, fabriquée ça et là, et sans outil spécifique d'identification, voilà, le monsieur passe pour aller voter. Voter qui? Pour qui? Voter comment? Avec une carte certainement qui est nulle et n'a aucune incidence juridique. C'est comme ça que les fraudes massives sont orchestrées dans notre pays sous le regard impuissant de nous-mêmes. Et là, ce Congolais, candidat malheureux, estime qu'il va falloir revoir cette manière de faire, il va falloir identifier la carte de celui qui veut élire, si celle-ci est authentique, si celle-ci a été réellement accordée par la CENI. Et cela se passe à l'aide d'une machine. Certainement, il y aura d'autres fonds de surplus pour des machines spécifiques, mais Martin Fayulu estime que cela est utile. En contrepartie, Martin Fayulu milite pour la réduction de la caution pour la participation aux élections. Seulement, pour les candidats présidents de la République, cette caution devra passer à 50 000 $ et pour les députés à 1 000 $. Tout simplement pour éviter que le coût soit excessif plutôt. Et que, à cet effet, le candidat ne devra postuler qu'à une seule élection, à un seul scrutin donc. Mais pour les sénateurs, hélas, la somme sera revue à la hausse. Mesdames et messieurs, le but de cette limitation, cette unicité de candidature est tout simplement d'éviter que les gens qui se sont vautrés dans la corruption depuis longtemps, qui ont massacré les richesses de notre pays, qui détournent les deniers publics, soient élus à chaque niveau à l'aide de cet argent-là, par exemple, issu de la corruption. Il faudrait aussi que l'on sache ce que l'on veut. On veut être président, alors on postule à la présidence de la République.
on veut être député, alors on postule comme député, tantôt national, tantôt provincial. On n'a pas les deux ambitions collées. Sinon, on commence tout en bas, on monte. On ne peut pas tout amasser, qui trop embarrasse, mal étreint. Voilà. Et donc, je viens d'évoquer là les points saillants de ce rapport de la CENI, mais aussi les observations de Martin Fayoulou. Et donc, à ce propos précisément, nous avons montré les recommandations nécessaires dont il faut pouvoir tenir compte si l'on veut que le processus électoral dans lequel nous sommes déjà maintenant, qui doit aboutir aux élections de 2023, s'achève en bonne et due forme. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de passer ce week-end à côté de vous à travers l'analyse de cette question qui est profondément liée à notre souveraineté, les élections. Je suis heureux que vous m'ayez suivi les précédentes fois et j'espère que vous le referez avec le même plaisir et le même engagement. Je remercie mon équipe de tous les jours, particulièrement Jordi Kimbembi, Isaac Kabea et Isaac Mpoy, notre tout jeune marié, père d'aucun enfant jusqu'alors. Le bébé viendra bientôt. C'est lui qui a ouvert la voie. Bientôt, un autre membre de l'équipe va suivre les pas. Je vous remercie, mais aussi, je pense à l'équipe de Tokia.cd en entièreté qui nous met dans les conditions à pouvoir vous atteindre. Mesdames et messieurs, moi c'est Godefroy Binz et Ibiala. Je vous dis joyeux week-end à vous. À très bientôt.